C'est rock'n'roll aussi à pro et nos deux experts méritent bien cette entrée rythmée. En effet, j'ai le privilège d'être avec Thibaut Desplanches, qui est directeur du laboratoire Célesta Lab et formateur en agronomie, et Mathieu Archambault, président chez Ecosystem. Ecosystem, c'est un centre de formation qui mêle ateliers sur le terrain et contenu numérique. C'est d'ailleurs une de vos spécificités d'arriver à faire les deux à la fois. Exactement. Bonjour à tous. Donc Ecosystem, c'est une entreprise qui fait de la formation et de l'accompagnement de l'agriculture vers ce qu'on appelle la transition agronomique, agroécologique. Donner des outils en fait concrets, une démarche, de la méthode pour faire évoluer nos systèmes agricoles qui en ont bien besoin. Et pour faire évoluer ces systèmes agricoles, il faut aussi s'appuyer sur un bon diagnostic et donc des bonnes analyses de sol. Et Thibaut, c'est ça ton boulot. C'est ça. En fait, on fait un peu le même travail. C'est juste que Mathieu, il a une approche plus holistique et basée sur la formation. Et nous, on a une approche qui est plus centrée sur le sol et dont le point de départ est souvent l'analyse, c'est-à-dire un diagnostic avec des chiffres froids qui sont indiscutables, mais qui sont aussi associés à des observations, à du terrain. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a beaucoup de projets en commun avec Mathieu. On a les mêmes besoins, on a développé des outils ensemble, on a écrit un livre ensemble parce que évidemment, on a identifié les mêmes problématiques. Allez, sur je le le terrain. fais, instant promo. Les couverts végétaux en viticulture, une approche rationnelle de la régénération des sols de vignes, aux éditions La France Agricole. Tu viens de dire un mot qui m'interpelle, tu as dit des chiffres froids. Est-ce que toutes les analyses... j'ai en tête une expression, la carte n'est pas le territoire, une analyse n'est pas forcément complètement l'état du sol. Est-ce qu'il faut, j'imagine que tu as une attention particulière à la méthode qu'on emploie, aux indicateurs qui sont à mettre en œuvre. Ouais, je dis souvent la valeur est souvent moins informative que le référentiel dans lequel on positionne. Donc au-delà d'avoir un chiffre, qui est capable de dire aujourd'hui 200 mg de biomasse, c'est bien, c'est mauvais, je pense personne. Par contre, si on dit la valeur normale que l'on attend en sol viticole en Champagne, c'est entre 250 et 350 parce que lorsqu'on a un déficit en biomasse microbienne, on a un manque d'activité, donc un manque de recyclage de la matière organique, des sols qui se referment plus facilement, une limitation de la fourniture azotée. Donc si on est en dessous de ces normes-là, on risque d'avoir une contrainte dans ces aspects-là qui vont pénaliser le fonctionnement de la vigne et donc des rendements. À ce moment-là, on se rend compte que oui, on a un intérêt à redresser ce compartiment vivant et à piloter avec le vivant plutôt qu'en faisant comme s'il n'existait pas, quoi. Alors justement, on va rentrer, tu commences à rentrer dans ma première question. Pourquoi finalement je veux améliorer mes taux de matière organique? Pourquoi on veut augmenter le taux de matière organique? Quel est l'intérêt d'un point de vue agronomique? Back to basics. Alors les basiques, il n'y a pas nécessairement besoin d'augmenter un taux de matière organique dans l'absolu, mais le fait est que suite à la révolution verte, en prenant vraiment à la grosse louche, en gros, on a consommé à peu près la moitié des stocks, alors d'humus ou de matière organique. Après, on parlera de la qualification de ces matières organiques. Mais en fait, la réalité, c'est que dans beaucoup de situations, on est plutôt dans des sols qui sont décapitalisés en matière organique. Et un sol où il n'y a pas assez de matière organique, c'est un sol qui ne va pas fonctionner de manière optimale. Et donc, on va avoir des désordres, alors des désordres structuraux. On va avoir donc un désordre structural, c'est par exemple des sols qui sont peu capables d'absorber ce qu'on est en train de vivre, donc des excès d'eau. Donc, au lieu de rentrer dans le sol parce qu'on a un sol qui est poreux, solide, organisé, vivant, actif, on va avoir des sols qui vont se refermer, sur lesquels on va être incapable d'intervenir, qui vont s'éroder, qui ne vont pas stocker l'eau dont on va manquer l'été prochain, parce que c'est ça aussi la réalité du changement climatique. Et donc, en fait, il faut se poser la question, comme l'a dit Thibaut, de manière rationnelle. En fait, c'est d'où je pars. Je dois faire un constat pour me donner une feuille de route, pour avoir une trajectoire qui me permette de retrouver de la matière organique dans les sols. Après, on y reviendra aussi. On n'a pas besoin d'attendre, parce que c'est long, ça peut être long de recapitaliser de la matière organique. On n'a pas besoin d'atteindre des taux de matière organique optimaux. C'est la route, le trajet qu'on va faire qui va nous permettre de répondre à ces problématiques. Thibaut, est-ce que tu peux revenir quand même sur, dans le prolongement de ce que disait à l'instant Mathieu, le lien fonctionnel entre matière organique, sol entre guillemets vivant, et concrètement fertilité, rendement, productivité? Ça, c'est super intéressant parce qu'en fait, le gros piège avec la matière organique, c'est que elle est intéressante lorsqu'elle est détruite. Mais pour qu'elle soit détruite, il faut qu'il y en ait. En fait, chimiquement,
la matière organique libère les éléments qu'elle contient lorsqu'elle est consommée par les organismes vivants du sol. Et donc, s'il n'y a plus rien à consommer, il n'y a plus d'azote qui sort. L'exemple le plus concret qu'on puisse donner, c'est 1% de matière organique, sur l'échelle d'un hectare, ça contient entre 1500 et 2000 unités d'azote. Donc, on perd 1% de matière organique, ça veut dire qu'on va libérer dans le milieu entre 1500 et 2000 unités d'azote. Le problème, c'est que lorsqu'on l'a perdu, ce point de matière organique, pour le regagner, comme l'a dit Mathieu, ça prend quelques années, ça prend quelques efforts, c'est un investissement financier. Et donc, il faut bien penser que c'est comme un compte en banque. Un compte en banque, on est content quand on peut retirer, c'est avec ça qu'on vit, mais il faut quand même le réapprovisionner de temps en temps. Et un des problèmes, c'est qu'on s'est trop concentré sur les sorties et pas assez sur les rentrées. Donc les sols sont effectivement très décapitalisés. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est exactement ce qu'a dit Mathieu, c'est des difficultés d'accès dans les parcelles, une moindre résilience face à l'aléa climatique, une forte dépendance face aux engrais azotés. 100% de l'azote du sol est produit par l'activité biologique, hors fertilisation. Ce qui n'est pas du tout le cas du potassium ou du phosphore, qui sont liés aussi à des interactions avec des minéraux, l'altération de la roche-mère. L'azote, il est 100% sous forme organique, lié avec du carbone, et sa libération, sa mise à disposition est 100% conditionnée par le niveau de capital et la capacité des êtres vivants à dégrader ce capital et à le mettre à disposition des plantes. Et c'est pour ça que la matière organique, on la positionne un peu au centre des piliers de la fertilité, on va dire biologique, physico-chimique des sols. C'est ça l'idée ? Alors, il y a effectivement, on peut la placer au centre. Alors, on a tous en tête le rôle de la matière organique comme consolidateur de la structure. Et c'est ce que je pense Thibaut va nous parler de la matière organique liée et puis de la matière organique libre. Mais le carbone, c'est aussi en fait le cœur du système, parce que c'est le cœur du système énergétique du sol. C'est-à-dire que toute l'énergie du monde vivant, celle avec laquelle on fonctionne, les plantes fonctionnent, etc., c'est tiré de la capacité des plantes vertes à transformer l'énergie solaire en énergie chimique sous forme de molécules carbonées, les sucres, et que ça, c'est la porte d'entrée unique. Alors, on ne parle pas de la radioactivité, mais en tout cas, dans le monde organique, c'est la source d'énergie, y compris de nos voitures, parce que le pétrole, c'est de l'ancienne photosynthèse. Et donc, c'est cette notion d'énergie aussi qui est très importante dans les écosystèmes et qu'on oublie souvent. On se focalise souvent sur le taux de matière organique, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il n'est pas bon, c'est important. Mais en fait, il y a toute la partie de matière organique qui n'est pas visible et qui est détruite, et qui est un circulateur d'énergie, et qui va représenter, alors pareil, à la grande louche, à peu près 80% de cette matière organique qu'on ne voit pas, c'est de l'énergie, et cette énergie est indispensable au fonctionnement du sol. Et dès qu'on va voler cette énergie au sol, parce qu'on va exporter les résidus, parce qu'on va faire de la méthanisation, etc., on vole de l'énergie au système qu'on devra rembourser sous forme d'engrais azotés, de mécanisation, de tout ce qu'on veut. Donc en gros, il faut raisonner stock et flux. C'est ça que je comprends en vous écoutant. Ouais. Pour revenir sur ce que vient de dire Mathieu, faut bien réaliser que l'agronomie classique, elle se concentre sur ce qui reste. On a parlé du taux de matière organique, on a 1% de matière organique, 2% de matière organique. En fait, quand on se représente, je sais pas moi, un blé qui a fait une belle paille, on va restituer 6, 8 tonnes de matière sèche à l'hectare, en prenant les pailles, les chaumes, les menus pailles, les racines, qui sont censées être restituées au sol. Sur ces 8 tonnes de matière sèche, c'est quasiment 8 tonnes de carbone. 8 tonnes de matière organique. Donc 4 tonnes de carbone. Sur ces 4 tonnes de carbone, finalement, 80% de ces 4 tonnes vont dans l'année partir sous forme de CO2 et donc ne pas se traduire par une augmentation de la matière organique du sol. Et donc l'agronomie moderne, elle va se concentrer sur ce qui part plutôt que ce qui reste, sur le flux plutôt que sur le capital, sans renier le capital, mais tout le monde s'est concentré là-dessus pendant des années. On en parle tout le temps, stocker du carbone dans les sols pour compenser les émissions de gaz à effet de serre, mais en fait dans les sols, émettre du CO2 est quelque chose d'indispensable parce que ça veut dire que le sol est vivant. Si là, c'est les microbes qui respirent, quoi. Voilà, je nous enferme dans une pièce. J'espère qu'on va émettre du CO2. Ce CO2, ça vient du petit croissant que vous avez mangé ce matin. C'est absolument indispensable pour votre vie. Vous devez transformer de la matière organique en CO2. Vous minéralisez, vous respirez, vous faites de l'activité biologique. On veut la même chose dans les sols. Et c'est là où stocker du carbone à tout prix, ça peut être contre-productif parce que tout simplement, la meilleure manière de stocker le maximum de carbone, c'est de tuer la vie du sol. Comme ça, chaque gramme de carbone qui rentre dans le sol, il va être stocké. Oui, donc c'est bien. Donc en t'écoutant,
Est-ce qu'on peut avoir un taux de matière organique trop important si dans l'idée de vouloir stocker trop de carbone? Ou est-ce que tu dis juste qu'il ne faut pas seulement vouloir stocker du carbone, il faut le faire dans un sol qui fonctionne et qui respire, parce que c'est un sol qui respire et qui fonctionne qui sera productif? Il y a 2 exemples naturels, c'est la montagne en altitude ou les pays scandinaves par exemple. Plus on s'approche des pôles, on a des climats qui sont plus froids, on a une saison vivante, moins de température, et donc on a des taux de matière organique qui sont incroyables. Quand vous allez en Norvège, en Finlande, c'est exceptionnel. Et la deuxième, donc là c'est un manque de température qui fait un manque d'activité biologique, et donc on a des taux de matière organique qui augmentent. Ça en fait Il n'y a pas de flux, il n'y a pas d'export. Exactement, et ça en fait pas des sols hyper fertiles. D'ailleurs, eux, ils profitent du changement climatique en ce moment, contrairement à nous. Mais ça, c'est un autre sujet. Et après, vous avez le marais, des sols noyés. Vous avez de la matière organique qui va s'accumuler. Cette fois, on n'a pas d'oxygène. Eh bien, là, on est en train de produire de la tourbe, du charbon, du pétrole. C'est de la matière organique, c'est une accumulation, mais ça n'a pas d'intérêt. Donc, beaucoup de stocks de carbone, mais pas d'intérêt agronomique. Et là, Mathieu a parlé d'exemples naturels, mais ça, c'est des choses qu'on observe tout à fait à l'échelle agricole. Nous, dans plein de situations, on observe des sols qui suraccumulent la matière organique au détriment du flux, et donc des agriculteurs qui sont rassurés parce qu'ils ont 4-5% de matière organique, mais par ailleurs, une matière organique qui est totalement figée, stable et inutilisable par les convives du sol. Moi, ça, c'est peut-être important que justement tu nous expliques les différentes formes de matière organique. Et tu viens de l'évoquer, une matière organique hyper stable, c'est super, ça stocke plein de carbone. Par contre, aucun intérêt d'un point de vue agronomique. En tout cas. Alors, c'est pas aucun intérêt, c'est que disons les intérêts de cette matière organique-là sont connus depuis très longtemps. Et donc, on a l'importance que ça a pris dans le discours agronomique est trop importante par rapport au reste, qui est invisible, qui est très labile, qui disparaît rapidement et qui est pourtant largement aussi important. J'aime bien comparer ça, moi, à finalement votre habitat. Vous avez une maison qui est constituée de murs, d'une charpente en bois. Ça, la matière organique stable du sol, elle constitue cet habitat, elle fait la maison du sol. Elle produit un habitat qui est agréable à vivre pour les êtres vivants. Donc ça fait la structure, ça fait des choses qui sont... Ça fait un sol qui est plus aéré, qui retient un petit peu mieux l'eau. Mais par ailleurs, si je vous enferme dans une maison pendant 2 ans sans vous donner à manger, vous allez vite comprendre l'intérêt de la matière organique fraîche, labile ou autrement appelée libre dans les sols. Cette matière organique libre, elle a un pas de temps qui est beaucoup plus rapide, un turnover dans le sol qui est beaucoup plus rapide. On estime que c'est autour de 15 ans, le pas de temps auquel l'intégralité du compartiment libre du sol il est renouvelé. Ça veut dire qu'en analysant ce compartiment, on a une vision de ce qu'ont fait les agriculteurs dans les 5, 10, 15 dernières années. Comment la transition entre le père et le fils s'est opérée? Est-ce que les pratiques sont meilleures ou sont moins bonnes du point de vue du sol? Donc tu lis pas l'avenir dans le mar de café, tu lis le passé dans l'analyse de sol. Exactement. Et en fait, on a le passé très ancien, supérieur à 50 ans pour les matières organiques liées, c'est ce qu'on appelle classiquement les humus. Mais on a aussi un passé un peu plus récent, on l'a dit, 5, 10, 15 ans, sur lesquels des pratiques de transition, telles que celles qu'on peut mettre en place dans les formations et qui sont actuellement pas mal promues, font bouger beaucoup plus rapidement ce compartiment de matière organique libre parce que c'est le buffet du sol. Est-ce que la matière organique stable devient la matière organique libre demain ou est-ce que ce sont deux l'inverse. flux? On va reprendre l'exemple du croissant que tu as mangé ce matin. Le croissant que tu as mangé ce matin, tu es en train de le minéraliser, de le respirer, tu le mets sous forme de CO2. Mais si tu as mangé 500 grammes de croissant, oui, tu avais faim, tu vas pas faire 500 grammes de CO2, il y a une partie que tu vas digérer, tu vas en stocker un petit peu et tu vas aussi avoir des déjections qui vont être formées par ce croissant. Qui seront stables. Qui seront très stables. Donc en fait, le croissant va se transformer en une matière organique qui est de plus en plus stable au fur et à mesure que des organismes le dégradent. C'est exactement ce qui se passe avec la feuille de vigne, avec la paille de blé. Ça commence par être une matière organique fraîche qui fait plusieurs centimètres, qui est très riche en énergie. Et au fur et à mesure de sa dégradation par les êtres vivants du sol, elle devient de plus en plus petite, de moins en moins énergétique et donc de plus en plus stable pour finir dans un compartiment qui s'accumule, pas parce qu'il est intéressant, mais précisément qui s'accumule parce qu'il ne l'est pas, parce qu'il n'y a plus d'énergie. C'est ce qu'on appelle les humus ou les matières organiques liées. Donc en fait, ce qui reste, ça reste que parce que plus personne n'arrive à le dégrader. Donc on n'a pas forcément intérêt à avoir un taux de matière organique stable conséquent, ou est-ce qu'il faut quand même surveiller ce point-là? On revient à la question du départ, où en fait il faut chiffrer. Parce qu'en fait la problématique qu'on a aujourd'hui autour de l'humus, c'est comme le ver de terre, ce sont des choses qui sont très symboliques. Et donc l'humus, la matière organique, redonner vie, les sols vivants, etc. En fait, au-delà du symbolique, il faut chiffrer. Exactement. Et en fait même le symbolisme peut, parce que nous en fait le quotidien c'est d'accompagner des agriculteurs et qui se plantent pas.
Tu parlais tout à l'heure d'accumulation de matière organique. Moi, je viens du monde du semi-direct et du TCS. Technique culturelle simplifiée, donc Technique culturelle on limite simplifiée. le travail du sol. Voilà, et on s'aperçoit en fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont arrêté de travailler le sol pour développer l'activité biologique, etc., avec des taux de matière organique qui pouvaient croître rapidement et parfois très rapidement, avec en fait une espèce de fascination pour ça. Mais en fait, il faut se méfier. Il faut se méfier. En fait, il faut vraiment, quand on s'engage dans des pratiques, alors que ça soit de la bio, que ça soit de l'agronomie, que ça soit du semi-direct, etc., il faut vraiment revenir à des chiffres et de la méthode et à des bornes, parce que sinon, en fait, on risque de se planter. Et quelqu'un qui fait du semi-direct juste pour avoir un sol qui fonctionne et réduire ses coûts de mécanisation, bah, ça peut être la voie à la faillite, parce que si c'est pas surveillé, en fait, on va avoir des rendements qui chutent. Parce que tu accumulerais, par exemple, une matière organique stable, Oui. et pas assez de matière organique. Alors, c'est surtout parce qu'en fait, on va accumuler du carbone, et on revient à la question de l'azote tout à l'heure. Quand vous avez des sols qui vont retrouver de la matière organique, il faut du carbone et il faut de l'azote. Et qu'est-ce qui coûte cher? Le carbone, il est gratuit. Toutes les plantes font de la photosynthèse. L'azote coûte très cher. Parce qu'en fait, la seule porte d'entrée de l'azote, à part les orages, ce sont les bactéries fixatrices d'azote dans le sol. Et là, la transformation, elle est très coûteuse. Pour vous donner un exemple, pour fixer 1 gramme d'azote biologique, les légumineuses doivent dépenser 19 grammes de sucre. Donc en fait, le facteur limitant de la matière organique dans les sols, c'est l'azote. Et si on ne veut pas financer cet azote avec de l'ammonitrate ou de l'urée qu'on va payer très très cher, en fait, la seule solution, c'est de mettre systématiquement des légumineuses dans les rotations, pas forcément dans les rotations cultivées, mais dans les intercultures. Et en fait, la vraie clé, elle est là. À partir du moment où on va lever cette contrainte azotée, le plus souvent, on va avoir justement, en reprenant cette histoire de croissant, on va avoir de la prote pour le sol et la matière organique, et pour la culture qui suit. Est-ce que, du coup, c'est le même raisonnement que ce soit culture pérenne ou culture annuelle? Est-ce qu'il faut avoir la même sensibilité à cette matière stable et cette matière j'allais dire volatile, non, labile. Ouais, labile, libre, peu importe le nom, finalement c'est le concept qui est important. Ben non, en fait c'est exactement ce que vient de dire Mathieu. La question du référentiel, elle est centrale, parce que les objectifs de production quand on fait de la vigne ou du raisin, de la pomme ou du blé sont totalement différents. Les besoins de la vigne, c'est 60-70 unités d'azote. Les besoins en blé, c'est 250-280. Évidemment, on n'a pas besoin du même type de sol pour produire ces deux types de plantes. Donc typiquement, lorsqu'on a un sol qui produit 150, on est insuffisant pour alimenter un blé, et on est en excès pour alimenter une vigne. Donc pour moi, le premier niveau de référentiel, il est toujours culturel. Ce qui est un peu différent. Cultural, tu veux dire, au sens cultural, pardon, cultural. C'est une approche vraiment, je pense, originale qu'on a nous à Célestat Lab. C'est le premier, c'est pas le type de sol qui va importer d'abord, c'est quelle culture on veut faire pousser sur ce sol, quels sont ses besoins. Mais il y a des rotations quand même, des cultures annuelles. Oui, mais je veux dire, type de culture. Type de culture. Voilà. Est-ce qu'on est sur grande culture, culture industrielle? Nous, on a des référentiels qui sont bien déterminés comme ça. Vignes, arbaux, plantes aromatiques, prairies, forêts, qui sont des choses très différentes. Cette question du référentiel, elle est centrale, parce qu'on nous rabat souvent les oreilles avec il faut des sols comme dans la forêt, avec des champignons. En fait, moi, je les ai analysés, les sols de forêt. Ça va pas du tout aller pour faire ni du raisin, ni du blé. Donc il faut se rapprocher d'un système qui est optimal sur le plan agronomique, optimal sur le plan écologique, tout en ayant conscience que la nature n'a pas été créée pour nous, pour produire des grains de blé. Et donc s'inspirer du vivant, oui, mais que ça ne s'impose pas comme la vérité au détriment de ce que nous indique la science. Ouais, on est en train de redéfinir un peu ce que c'est que l'agroécologie. En tout cas, moi, la définition que j'utilise à chaque fois, amplifier et orienter des processus écologiques à des fins productives. Il ne faut pas oublier ce dernier bout de phrase. Du coup, voilà, on a compris. Si je fais une sorte de mini-synthèse, augmenter ces taux de matière organique, oui, mais à raisonner en fonction du système de production, et avec ce double raisonnement stock et flux. Si on raisonne que stock, on risque d'avoir vraiment des grosses déconvenues. Alors maintenant qu'on a raisonné pourquoi et à quelles conditions il est opportun d'améliorer ces taux de matière organique, la question maintenant c'est comment. Quels sont les principaux leviers? On en a listé quelques-uns dans le titre de cette conférence. Voilà, quand privilégier? C'est quoi le premier levier pour améliorer mes taux de matière organique?
Alors, encore une fois, ça va dépendre du système de culture, mais pour parler grande culture, etc., la première chose à faire, c'est un bilan humique, c'est-à-dire de savoir si mon système de culture, en fait, il rembourse le sol systématiquement chaque année ou pas. C'est-à-dire que les sols, enfin, les différents types de sols et les différents climats vont conduire à des minéralisations très différentes. On a vraiment des consommations de matière organique annuelles qui n'ont rien à voir d'un sol à l'autre. Plus on va avoir d'argile, plus on va avoir de calcaire, plus en fait la machine va être ralentie, plus on va être des sols légers, avec des moins de calcaire, etc., plus ça va aller vite. Et donc en fait la première chose, c'est de savoir en fonction du pédoclimat, donc de mon sol et du climat, combien je brûle chaque année, et savoir si mon système de culture rembourse. Et donc, avant de penser compost, couverts végétaux, etc. On raisonne flux, en fait. On raisonne flux, savoir, en fait, il va falloir nourrir le sol chaque année. Et donc, en fait, avant de penser couverts, compost, etc., la première chose, sont les résidus de culture. C'est-à-dire que un des pires facteurs de décapitalisation des sols, c'est d'exporter les résidus de culture. Et c'est valable pour les régions céréalières qui vendent la paille et qui vont enrichir d'autres régions qui n'en ont pas besoin. Je pense à la Bretagne d'où je viens, par exemple. Mais ça peut être aussi de l'élevage qui enlève systématiquement les pailles de la parcelle avec un transfert et des flux avec beaucoup de pertes qui fait qu'au final, on a beau être en élevage, on a beau amener des fumiers et des lisiers sur la parcelle, on a des sols en fait qui peuvent fuir, décapitaliser, etc. Donc ça, c'est la première chose. Attends, avant de passer à la deuxième, sur les résidus, ça veut dire que ta recommandation, c'est jamais on exporte l'ensemble des résidus ou ne pas le faire systématiquement? Alors, aujourd'hui, on peut faire des bilans humiques. Il y a des méthodes qui sont éprouvées. Dans la plupart des cas, si on veut avoir un bilan équilibré, en France, dans beaucoup de sols, il faut pas vendre ces résidus. Hein. Bilan humique, c'est vraiment, on va dire, le calcul. C'est le bilan financier du sol. Voilà. Si on reste dans l'image financière et bancaire, en fait, c'est le bilan comptable du sol, ce qui sort, ce qui rentre. Même le compte de résultats, parce que c'est annuel. C'est annuel. Le bilan humique, il va quand même se concentrer sur une fraction de la matière organique qui est très stable dans le sol. Donc en fait, pour moi, c'est effectivement une des bases du raisonnement, mais c'est largement insuffisant parce qu'en fait, on peut avoir un très bon bilan humique avec un très mauvais bilan énergétique. Quand je dis bilan énergétique, c'est exactement la métaphore que prenait Mathieu tout à l'heure. Si j'amène 100 tonnes de compost tous les ans sur ma parcelle, mon bilan humique il va être extrêmement positif, mais je vais prendre d'une part la fertilité d'un endroit pour la ramener à un autre. Le compost, il est produit à partir de plantes ou de déjections animales qui ont été produites à un autre endroit, donc je fais un transfert de fertilité. Et deuxièmement, ce compost-là, c'est une matière organique stable qui va alimenter le compartiment stable du sol, mais pas alimenter le compartiment énergétique. Et donc, pour un peu compléter la vision que vient de proposer Mathieu, je dirais avant tout, c'est quel type de matières organiques sont les plus importantes dans mon sol, de quel type de matière organique je manque, et est-ce que je manque de capital, est-ce que je manque de flux, est-ce que je manque d'azote. Et pour moi, c'est là le sens d'un bon diagnostic organique et biologique du sol. Ça permet d'identifier quelles sont les contraintes, et de proposer le bon levier d'action, celui qui est le plus prioritaire, celui qui aura le plus de poids économique derrière. Parce que, je finis juste là-dessus, on peut tout faire. Si on veut un sol parfait, on peut mettre du compost, restituer les pailles, faire des couverts végétaux, mettre que des fertilisants organiques, mais derrière, il y a l'addition qui monte. Et donc, avec un portefeuille illimité, on sait très bien faire. Par contre, avec les contraintes qui sont celles du marché aujourd'hui, en particulier en grande culture, avec des marges qui sont de plus en plus réduites, l'objectif, c'est de prioriser les contraintes et de travailler sur quels sont les leviers d'action locaux qu'on peut mettre en œuvre qui coûteront le moins cher avec le plus de bénéfices derrière. Donc un résidu, c'est ça, j'ai compris. Et en fait, la deuxième étape, et on arrive en fait à mon cœur de métier depuis pas mal de temps, c'est qu'en fait, le vrai outil là-dedans, c'est de maximiser la photosynthèse, notamment en interculture avec ce qu'on appelle les couverts végétaux, qui vont justement être un excellent outil de rééquilibrage, puisque les couverts végétaux, alors ils vont améliorer le bilan humique, parce qu'il y a une petite partie qui va rester à la fin sous forme de carbone stable, mais ça va être un activateur, parce qu'en fait, il va fournir une énorme quantité d'énergie quand il est retourné au sol, puisqu'il n'est pas exporté pour des animaux ou pour la consommation humaine. Voilà. Et donc, en fait, l'idée d'une trajectoire, effectivement, c'est d'avoir cet équilibre entre
alors, le stable, c'est le bilan, c'est ce qui reste à la fin, mais en fait, bien d'avoir en fait les flux et les équilibres. Et donc, les deux facteurs à bien surveiller, c'est cet aspect énergétique qui est lié en fait à la fraîcheur de la matière organique qui est produite, ou ramenée d'ailleurs, et deuxièmement à cet équilibre entre le carbone et l'azote. Il y a quelque chose qui est vraiment très important, c'est de garder en tête qu'il n'y a pas 10 000 façons de produire de la matière organique, il n'y en a que un. Il n'y a qu'une façon de produire de la matière organique, c'est en faisant de la photosynthèse. Hein, vous pouvez prendre n'importe quel produit qui existe, ça va du biochar jusqu'au fiente, des fumiers jusqu'au compost. Tous ces produits ont une origine unique et universelle, c'est à un moment un végétal. C'est un végétal qui a été découpé et mis en tas, ou un végétal qui a été mangé par un animal et qui a fait sa déjection. Mais en fait, ce ne sont que des produits végétaux qui sont à un moment donné assemblés. Donc même lorsqu'on parle de produits animaux, entre guillemets, hein, c'est-à-dire de la farine de viande, de la farine de plume, le carbone qui constitue cette farine, ça a été à un moment un végétal. Donc la seule origine unique et universelle de toutes les matières uniques qu'on peut apporter, c'est la photosynthèse. C'est pour ça qu'avec Mathieu, on a une attention particulière sur qu'est-ce qui peut être produit sur place. Parce que si on apporte quelque chose de l'extérieur, c'est nécessairement un carbone qui a été tiré d'un endroit pour le mettre à un autre. Donc on n'est absolument pas opposé à ces pratiques-là. À l'inverse, ça permet de parfois largement accélérer les cycles, de ramener cette fertilité-là initiale. Typiquement, pour produire des beaux couverts, typiquement, on part parfois de tellement loin qu'un apport exogène permet de largement compenser derrière par une production de biomasse supérieure. Et cet apport exogène, tu parles de quoi? Tu parles de compost? Tu parles ça dépend. Ça dépend la contrainte qu'on a observée dans le sol, mais effectivement, tu parles de. Là, sur le bouquin, on s'est concentré sur la viticulture. Si tu pars avec un sol qui a 0,6% de matière organique et que tu te lances dans les couverts végétaux, notre conseil, c'est plutôt d'abord remonte ce taux de matière organique pour avoir des conditions de semis qui seront propices et une possibilité de nourrir ces couverts végétaux pendant toute l'intersaison, parce qu'en fait, à 0,6% de matière organique, ce sera plus rentable d'apporter un compost qui va refaire un peu le toit et les murs, plutôt que de donner à manger quelque chose en faible quantité, parce que le couvert va peu pousser et dans les mauvaises conditions. Et c'est là en fait où on en arrive au système cultural, et c'est vrai pour énormément de sujets aujourd'hui, c'est que la question de la matière organique, on ne peut pas y répondre uniquement en disant je fais une analyse, il me manque un point, j'amène tant de dizaines de tonnes de compost. En fait, c'est largement insuffisant. La clé, tout le monde parle de régénération des sols, etc. Et je suis le premier, je trouve que c'est très bien. En fait, la clé, c'est de produire le maximum de photosynthèse chaque année à l'hectare. C'est ça la clé du succès. Et c'est là où ça devient compliqué. Les principes, on les a exposés, ils sont quand même assez simples. C'est du bon sens. Maintenant, en fait, dans les systèmes agricoles, pour un vigneron, pour un cultivateur, ok, ça veut dire qu'en fait, on va devoir produire 2, 3, 4, 5, 6 tonnes de matière sèche supplémentaire sur place. Très bien, donc ça a un coût. Comment je fais? Parfois, c'est pas dans des bonnes conditions. Faire pousser un couvert en été, ça demande quand même de se poser pas mal de questions. Le détruire au printemps, vous avez vu le printemps qu'on a? Quelqu'un qui se retrouve avec 3 tonnes de matière sèche maintenant, là. Donc, en fait, ça devient très complexe. Il y a la question de la gestion du salissement, qui est... salissement, tu penses aux adventices? Pardon, oui, les adventices. C'est très bien. En fait, on peut commencer à développer des sols fertiles avec un bon équilibre, énergie, carbone, azote, etc. Et en fait, ne pas maîtriser les adventices et se retrouver avec des problèmes insolubles de raigrats, de vulpins ou d'autres choses. Donc en fait, plus on a une vue large, ce qu'on a, c'est relativement simple. Et donc c'est simple, vu de très loin, de donner des leçons. Plus en fait on va être au terrain et plus on va être près du terrain, plus ça devient compliqué. Et c'est là où est notre métier. J'ai retenu, moi, que premier levier, couvert et résidus de culture. Une fois quand même qu'on a bien identifié d'où je pars, on a cité là dans cette liste un peu la Prévert dans le titre, et d'ailleurs je me rends compte qu'il manquait résidus. Justement, tous les autres, digesta de méthanisation, compost, fumier, le BRF, je vais pas, bois raméal fragmenté. C'est joli. J'avais pas le R. C'est des branches, quoi. C'est des branches. Bref, tout ça, c'est d'autres leviers complémentaires au premier que vous nous aviez exprimé, qui est peut-être, je l'ai compris, un produit qui est plus actif, on va dire, tout ce qui est résidus de culture et couvert, on travaille plus sur le flux. Les autres, on est plus sur le stock, où je suis là encore un peu trop caricatural. Moi, j'aurais bien dézoomé encore un petit coup. On s'est vite concentré là sur des solutions qui sont de type organique, mais il faut aussi aborder, tu en parlais rapidement sur les 4 piliers tout à l'heure, mais
apporter le moindre produit ou essayer de faire pousser le moindre couvert sur un sol qui est compacté, ça ne marchera pas. Donc déjà dézoomer sur la priorité, est-ce que c'est pas rétablir le fonctionnement physique du sol? On l'a vu par nos quelques années communes de pérégrination sur les sols, il y a un paquet de sols qui sont très abîmés sur le plan physique, que ce soit par le trafic des engins, que ce soit par un mauvais état organique qui génère une sensibilité à la pluie, à la battance et qui s'amplifie au fur et à mesure des années. En tout cas, le point de départ, et je crois qu'on est d'accord là-dessus, c'est le diagnostic physique du sol et rétablir une bonne physique conjointement avec la pratique des couverts ou conjointement avec la pratique des apports exogènes. Donc pas de fertilité biologique si pas de fertilité physique. Donc si j'essaye de te donner à manger et que je te ferme la bouche et le nez, tu vas pas y arriver. Voilà, donc c'est la même chose dans le sol. Et ça c'est important aussi. On parlait de symboles et de modes. En fait, l'humanité est en train de découvrir ce qu'elle a sous les pieds. Ça date de 20 ans. Hein. On en connaît beaucoup plus sur l'univers lointain que sur les 20 cm qu'on a sous les pieds. Et ça, c'est très récent. Et en fait, le risque, c'est de dire, en fait, tout ce qu'on a appris avant, c'était des conneries. Et parce qu'en fait, non, il y a de l'activité biologique, etc. Et le point, en fait, c'est que, et ça, c'est notre métier, c'est ce dont tu viens de parler, l'enquête agronomique. Non, en fait, il faut prendre les choses dans l'ordre. Et ce qu'on a vu avant, ça reste vrai. Combien de fois on voit des gens qui sont très avancés, qui ont optimisé les couverts végétaux, le travail du sol, c'est nickel. Vous faites une analyse de sol, vous voyez que le pH, en fait, il est complètement décroché, ça manque de calcium, etc. Ça, c'est la base. Et d'ailleurs, c'est là pour le coup, les amendements calciques. Alors, ça a un coût, mais l'effet, il est immédiat. Et donc, en fait, on a remis de la méthode là-dedans. Les piliers de la fertilité, c'est évidemment d'abord la structure physique du sol. Puisque comme c'est vivant, le premier facteur limitant, c'est l'oxygène. S'il n'y a pas d'oxygène, vous ne vivez pas très longtemps. Il y en a un deuxième dont on n'a pas parlé et qu'on subit, c'est l'eau. Le sol, il doit être vide pour accueillir de l'oxygène, mais de l'eau. Et quand vous avez trop d'eau, il n'y a plus d'oxygène. Et quand vous n'y avez pas assez d'eau, ça ne marche pas. Donc ça, c'est aussi une fonction des sols. Vous avez le statut calcique, vous avez le statut minéral. Et puis après, vous avez le statut organobiologique, c'est-à-dire la matière organique, sa qualité et l'activité biologique qui lui est liée. Mais on voit bien que la matière organique, c'est pas l'alpha et l'oméga de la fertilité des sols. En fait, c'est très important, mais ça arrive en fait comme une étape dans une démarche. Une chaîne de facteurs limitants. Exactement. En fait, on doit faire. Tu te dis médecin des sols. J'aime bien. Je pourrais dire la même chose. En fait, le médecin, un bon médecin, en fait, il va vous regarder. Il va faire un diagnostic, il va lever des facteurs limitants et il va se baser d'ailleurs sur une analyse de laboratoire indispensable pour mettre des chiffres. Clinique, ouais. Exactement. Il y a ce qu'il va voir et ce qu'il ne va pas voir, et c'est vraiment la même chose dans les sols. Nous, on reçoit des milliers d'analyses d'échantillons au laboratoire. Il y a plein de choses qu'on ne voit pas. On ne voit pas comment la terre qu'on reçoit, qui est un échantillon remanié, comment il est structuré dans des horizons au sein du sol, quelles sont les pratiques de l'agriculteur. Donc le vrai médecin, c'est celui qui a cette vision un peu globale à la fois de comment est le sol en l'état physiquement sur la parcelle, mais aussi qui a à sa disposition des outils. Le médecin, il va faire une radio si tu as mal au dos, il va te faire une analyse de sang si tu te sens fatigué, etc. Donc l'analyse est un des outils à la disposition du médecin ou du diagnostiqueur. Et effectivement, plonger directement dans les solutions, il faut apporter tel produit, il faut apporter tel compost, il faut faire des couverts végétaux, c'est souvent trop précipité, parce que parfois, c'est simplement, il va falloir décompacter et limiter la herse rotative, parce qu'en fait, tu fais de la farine tous les ans, tu auras beau apporter tous les composts du monde et faire tous les couverts, si à chaque fois tu repars sur de la farine, ça ne marchera pas. Justement, j'aimerais revenir sur du coup, ma question. On a parlé résidus et couverts de culture comme a priori, une fois que j'ai fait le bon diagnostic, étant le premier levier pour augmenter ces taux de matière organique. Quid des autres? Est-ce qu'on les met tous dans le même paquet? J'en ai cité quelques-uns. Je pense notamment aux digestats de méthanisation qui sont parfois assez controversés. Alors, je ne vous dis pas quand le mettre, mais c'est plutôt à quelles conditions c'est une bonne idée d'en mettre. Oui. C'est une très bonne question. La méthanisation, c'est à la mode. En fait, on est un peu short au niveau énergie, si j'ai compris, en France. Et vu la situation géopolitique, ça ne va pas s'arranger. Et donc, la tentation, effectivement, c'est de produire du biogaz. Donc, en fait, il y a des besoins en énergie, d'une part. Deuxièmement, dans certaines régions et dans certains systèmes, la méthanisation, ça peut être une solution très intelligente parce qu'en fait, on vient imiter une forme d'élevage dans des régions de grande culture où il n'y a pas forcément d'élevage. Et donc, c'est un excellent facteur de diversification agronomique.
Ça permet en fait, quand j'ai des problèmes de salissement, ça va me permettre d'emmener tout ça et de le mettre au méthaniseur. Voilà. Donc en fait, c'est assez malin. Agronomiquement, ça peut être assez malin à Voilà. l'échelle d'un territoire. Sur la technique agronomique. Maintenant, en termes de matière organique, le problème, et on l'a déjà évoqué, c'est que quand vous faites de la méthanisation, en fait, vous transformez l'énergie contenue dans la matière organique, les résidus, les cultures, etc., en méthane, en biogaz. Et dans ce méthane, il y a l'énergie qui devait retourner au sol. Donc le problème de la méthanisation, alors puis après je te laisserai parler des ISMO et puis de la stabilité de ce qu'on trouve dans les digestats, c'est que c'est une matière organique qui est complètement en bout de course. On a parlé d'excréments et de déjection avec de moins en moins d'énergie. Dans le digestat, globalement, il reste pas grand-chose, il reste du minéral, c'est un fertilisant plutôt qu'une matière organique. Et le problème, c'est qu'on vole littéralement de l'énergie et qu'on peut, si c'est mal adapté, le problème ce sont des usines qu'il faut faire tourner tout le temps. Si en fait l'aire d'approvisionnement n'est pas assez grande ou les années sont pas assez bonnes, on risque de trop tirer sur la machine. Il faut vraiment, c'est intéressant la méthanisation, mais il ne faut pas faire n'importe quoi. C'est une gestion territoriale de la biomasse, quoi. Exactement, parce que sinon en fait la machine à Shadok, c'est je vais vider mon sol en matière organique, je vais faire du biogaz. Avec ce biogaz, je vais pouvoir faire des engrais azotés qui vont me permettre de faire pousser des cultures pour faire du biogaz. Et là, on fait du business. Tout le monde fait du business. Mais on n'a pas résolu le problème. Du coup, si je fertilise mes cultures, je suis à proximité d'un méthaniseur, voire même je suis partie prenante de ce méthaniseur. Si je fertilise mes cultures uniquement, ou si je raisonne la fertilité de mes sols plutôt uniquement au travers de l'apport en digestat, là, je fais une bêtise. Bah oui, si toute l'énergie part dans le méthaniseur, l'énergie qui part sous forme de CH4, elle est plus disponible pour le ver de terre pour avancer dans le sol, elle est plus disponible pour la bactérie pour faire la symbiose avec la légumineuse, elle est plus disponible pour le champignon mycorhizien pour se fixer avec la plante. Donc en fait, toute cette énergie-là qui part sous forme de CH4, elle avait une utilité dans le sol, et on est bien là dans... Le problème, c'est pas l'outil, c'est la façon dont il va être utilisé. Donc si je repars sur un panorama un petit peu, puisque c'était ta question initiale, et puis Mathieu m'a tendu le relais là-dessus, comment on classifie toutes ces matières organiques, dont on a une petite liste ici. En fait, on a un outil qui est très simple, qui s'appelle l'ISMO, l'indice de stabilité des matières organiques, et qui qualifie le contenu énergétique des matières organiques. En fait, le contenu énergétique, c'est l'inverse du contenu en matière organique stable. Si je prends un produit ici, et je vous dis, il y en a 20% qui est énergétique, ça veut dire qu'il y en a 80% qui est stable. À l'inverse, s'il y en a 20% qui est stable, ça veut dire que le reste est énergétique. Donc plus l'ISMO est grand, plus la matière organique est stable. Exactement. Donc on va retrouver, moi j'aime bien une classification en 3 grandes typologies d'ISMO. Il y a les ISMO faibles qu'on appelle des matières organiques réactives, dans lesquelles on va trouver les couverts végétaux, les résidus de culture, y compris les résidus ligneux, les sarments, les pépins de raisin. Le BRF dont on parlait, les branches. Les bois raméo-fragmentés, exactement, rentrent dans cette catégorie-là des produits réactifs. Faut bien se dire que la lignine, c'est une molécule énergétique pour le sol. C'est plus difficile à digérer, mais le pas de temps de digestion de la lignine dans les sols, c'est 6 ans. La matière organique liée, c'est plus de 50 ans. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes ordres de grandeur. La lignine est une matière organique énergétique, elle est juste un petit peu plus compliquée, un petit peu plus lente à dégrader. C'est les sucres lents du sol, si vous voulez. Donc ça, c'est les produits réactifs. Ensuite, on a les produits intermédiaires, dans lesquels vont rentrer les produits qui sont très lignifiés, c'est-à-dire vraiment les morceaux de bois, etc., mais surtout les produits qui ont attaqué une digestion. Là, on va parler par exemple des fumiers. On va parler aussi des composts très jeunes, c'est-à-dire qu'ils sont juste montés en température. Donc là, on a une catégorie de produits qui sont intermédiaires, qui sont intéressants parce qu'ils ont à la fois une bonne partie énergétique et une bonne partie stable. L'intérêt des fumiers, il est là-dedans, c'est que c'est un produit qui est mixte et qui va faire un petit peu de tout. Mais quand on fait un petit peu de tout, on ne fait pas vraiment de quelque chose. Donc pour moi, c'est des produits intéressants en entretien. Mais lorsqu'on recherche une fonction spécifique, par exemple nourrir rapidement la vie du sol, ou par exemple redresser rapidement mon taux de matière organique, ce n'est pas les meilleurs produits parce qu'en plus leur emploi est risqué, la cinétique de minéralisation elle est mal connue. On ne sait pas si ces produits vont immobiliser ou relarguer de l'azote, parce qu'ils sont très hétérogènes. Donc même quand on a une analyse du fait de leur hétérogénéité, à la fois dans le process, dans leur conservation et dans leur application, c'est un peu cavalier de les utiliser vraiment en source de fertilisants efficaces. Et enfin, on a les produits stables, dans lesquels font partie les composts, qui représentent la très vaste majorité de ce qui est utilisé en France en termes d'apport organique. Et là-dedans, vous allez me dire, oui, mais le compost de fumier, est-ce que c'est pas différent du compost de déchets verts En fait, tous les composts
ont subi un processus de stabilisation et donc vont finir par plus ou moins se ressembler en cela qu'ils ont un ISMO qui est important, ils ont un C sur N qui ont baissé, donc ils ne vont pas immobiliser de l'azote a priori s'ils ont été maturés suffisamment longtemps. Et donc, on a affaire à des produits qui sont stables. Les digestats de méthanisation rentrent dans cette même catégorie, même si, comme l'a dit Mathieu, en fait, au final, il n'y en a plus beaucoup de la matière organique, parce qu'il y en a beaucoup qui est partie sous forme de CH4. Ce sont des produits liquides, donc très peu concentrés, et ils sont souvent utilisés plus à titre de fertilisant, en particulier en relation avec la teneur en azote ammoniacal qu'ils contiennent, plutôt qu'en tant qu'amendement. Donc j'ai du mal, moi, à les placer dans la catégorie amendement, c'est juste qu'ils sont très peu concentrés, donc on ne peut pas les placer en fertilisant. Mais en tout cas, la matière organique qu'ils contiennent, c'est une matière organique stable qui ne va pas nourrir la vie du sol, ou très 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 peu. On pourrait rentrer dans cette catégorie aussi les tourbes, les biochars, toutes ces matières organiques qui sont stables et qui vont adresser principalement la matière organique liée du sol, c'est-à-dire celle qui reste et celle qui fait la maison. Donc je reformule ce que je disais tout à l'heure, parce qu'en t'écoutant, je me rends compte que j'ai été un peu rapide. Un digesta, c'est plus un fertilisant qui vient être utilisé directement par la plante, mais qui ne viendra pas du tout améliorer mon taux de matière organique ou la vie de mon sol. Aux doses épandues, le rôle est plus fertilisant qu'amendant. Et si on l'utilisait pour redresser le taux de matière organique stable du sol, on serait dans des excès de fertilisation azotée qui seraient considérables. Et encore une fois, dans les digestats, il y a des tas et des tas de process différents entre des centrifugés, pas centrifugés. Donc il faudrait rentrer plus dans le détail. Mais retenons quand même qu'il y a beaucoup plus de différence entre un compost et un fumier qu'entre deux composts. Par exemple, vous prenez un fumier de vache, vous le compostez. Ce fumier composté, il est plus proche d'un compost de déchets verts que le fumier dont il était originellement. Et donc l'argument mon compost, il est de tel type, de tel type, de tel type, il est intéressant qu'une fois qu'on a bien intégré que c'était un compost. Et ça, c'est un truc que bon, tu l'as sûrement vu aussi sur le terrain. Quand on parle aux agriculteurs, oui, bah, moi je mets du fumier, bah, en fait, c'est un compost de fumier qu'ils ont mis parce qu'il a été retourné. C'est d'abord un compost. Donc moi j'aime bien utiliser cette nomenclature-là dans laquelle on dit d'abord c'est un compost de, et si c'est un fumier, c'est quelque chose qui a encore de l'énergie, qui monte en température, etc. Juste, je voudrais faire agir sur la notion de, encore une fois, matière organique stable. Cette matière organique stable, donc on l'a compris, pas forcément d'intérêt direct agronomique parce qu'il faut raisonner peut-être flux et énergie. En revanche, elle a peut-être un rôle structurel hyper important et donc finalement un lien à la fertilité globale du sol qui lui est clair. Oui, en fait, il faut des deux. Il faut des deux. Mais le problème, il ne faut pas se concentrer. Le problème, et ça a été le rôle de Xavier Salducci qui a fondé le laboratoire Célestal Lab. Alors après, il y en a eu aussi quelques autres. Mais c'est de nous avoir expliqué il y a déjà plus de 20 ans que 30 en fait, il n'y avait pas une matière organique, il y avait des matières organiques et l'approche, il y en a beaucoup plus que deux, mais en tout cas, les approches fonctionnelles sont intéressantes. Et juste, je voulais revenir, en fait, on va avoir la même problématique que nous a exposé Thibaut sur les différents types de matières organiques. On va avoir la même sur les couverts végétaux. Alors là, tous les couverts végétaux, alors depuis les couverts végétaux jusqu'aux résidus de culture, ça ne va être que de la matière organique réactive, mais là, le classement, on va le faire suivant un autre axe, qui va être le rapport carbone sur azote. Parce qu'autant le carbone sur azote des matières déjà digérées est relativement peu informatif, celui des matières fraîches est très important. Et on va, en fonction de ce qu'on veut faire, produire des couverts qui vont avoir des rapports C sur N. On va essayer de viser entre 15 et 20, donc un azote pour 15 à 20 carbone, parce que à ce stade de végétation, donc sur plutôt des plantes vertes, riches en sucre, etc., on va avoir une libération d'azote qui va nous permettre de financer l'azote pour le système. Si vous prenez une paille de blé qui a un C sur N de 100, ou le bois raméal fragmenté, alors qui est même qui est à peu près analogue, etc., ce ne sont pas les pailles ou les branchages ne sont pas de la matière organique stable, on l'a compris, c'est uniquement de la matière organique déficitaire en azote. Et dans ce cas-là, dans une rotation de culture ou en viticulture, il va falloir qu'on arrive en fait à équilibrer le régime alimentaire pour nourrir le sol, et en tout cas pour les produits réactifs, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils libèrent ou ils piègent de l'azote. Là, on a un pilotage fin qui est extrêmement important parce que des produits qui ont besoin d'azote quand ils se dégradent, ce sont des produits qui sont très dangereux pour le rendement. Voilà. Et donc, en fait, on va avoir ce double pilotage. De quoi a besoin le sol?
quel compartiment on doit nourrir, et après aussi au quotidien, quel est le pilotage sur mon régime alimentaire basé sur ce rapport carbone-azote. Donc on a compris que la matière organique, c'est on va dire là où se passent les processus écologiques que cherchent à orienter entre guillemets à des fins productives pour encore une fois produire. On parle des biostimulants comme aussi des acteurs de ces processus écologiques, justement pour pouvoir parfois accélérer la minéralisation. Je pense aussi aux bactéries fixatrices d'azote, pour justement jouer sur ce rapport C/N dans le sol. Qu'en est-il de votre point de vue? Est-ce que ça reste un levier intéressant? Je vais attaquer, puis tu pourras compléter. Moi, j'aime bien prendre l'exemple de cette salle. Là, vous êtes beaucoup plus nombreux que quand on a commencé. Donc, je sais pas, on est une cinquantaine. Mais on sait qu'on n'est pas assez nombreux parce que l'activité biologique optimale pour cette salle, c'est 100. Est-ce que mon ami Tuc qui est ici, s'il dit, moi, ce que je vais faire pour qu'on soit plus actif, c'est ramener mes 20 cousins, c'est des gaillards, vous allez voir, ça va bien se passer. On va tenir 2 semaines tous ensemble, ça va être super. Bon, si je mets rien sur la table pendant 2 semaines, ça va pas produire quoi que ce soit de plus. Donc le facteur limitant dans les sols, c'est pas la quantité de micro-organismes, c'est pas le type de micro-organismes, donc c'est pas ce que l'on va apporter de l'extérieur, c'est les conditions dans lesquelles ils sont placés. Donc si on a un sol dans lequel il n'y a rien à manger, on peut apporter tous les cousins du monde, ça va servir à rien. Pareil, si les conditions d'hébergement de ces cousins elles sont pas bonnes, ça va servir à rien. Si le sol est compacté, si le sol est engorgé, si le sol est trop acide, s'il n'y a rien à manger, si on fait de la farine avec une herse rotative, les biostimulants ne trouveront aucun support pour s'accrocher. Et dans les biostimulants, il y a un panel extrêmement vaste, mais disons que l'idée principale à garder en tête sur la biostimulation au niveau du sol, c'est les conditions font 90% de tout ce qui se passe dans le sol. Nous, on analyse la biomasse microbienne en ajoutant des micro-organismes exogènes. Ça n'a jamais fait bouger la biomasse microbienne. Par contre, en créant le contexte qui permet une meilleure présence de micro-organismes parallèlement avec éventuellement de la biostimulation, là oui, on peut trouver des effets, en particulier sur des sols qui sont très dégradés. Mais c'est le contexte qui fait tout. Mathieu ? En fait, on revient encore à la problématique auquel on fait face. On voit en fait que les outils de l'agriculture arrivent au bout. Les engrais, la phyto, etc. On a des rendements qui se dégradent parce que c'est essentiellement lié au changement climatique, avec des moyens de production qui coûtent de plus en plus cher. Et le réflexe de tout le monde, c'est le réflexe magique. J'ai un problème, j'ai une solution. Avant, j'avais un problème de structure de sol. J'ai un problème de fertilité, des engrais. J'ai un problème de maladie, les fongies. Maintenant, j'ai un problème de sol, les biostimulants. Mais ça ne marche pas comme ça. Et c'est le problème en fait. Les biostimulants ils peuvent être intéressants, mais l'activité biologique elle n'est qu'une courroie de transmission de tout le système qu'on a mis. Et le deuxième problème, les biostimulants ils peuvent être parfois très intéressants dans certaines situations, mais après on revient aussi en fait à l'économie. On est sur des produits qui ne sont pas donnés. On est sur des produits qui sont poussés en avant avec du marketing parce que c'est plus facile à vendre qu'un raisonnement holistique. C'est évident, mais malheureusement, ça ne marchera pas. En gros, un biostimulant, il marche bien dans un sol qui va bien. En fait, c'est les compléments. Ce que tu dis. Ouais. C'est vraiment une logique un peu de complément alimentaire sur la base d'un régime alimentaire sain. Et on ne vient pas résoudre un problème ou un déficit structurel avec un apport exogène de biostimulant. Par contre, une fois que ça tourne, là, on peut peut-être aller chercher un plus de performance, une résistance à un stress complémentaire, une fois que, encore une fois, j'ai un sol fonctionnel. Voilà. Et il y a l'aspect économique. Après, il y a un arbitrage. On est dans des situations économiques agricoles très tendues pour tous les systèmes de culture. Maintenant, personne n'est épargné, avec en fait des enveloppes pour remettre la machine en route. Quelques centaines d'euros, est-ce que je les mets dans un biostimulant? Est-ce que je les mets dans un peu de chaux? Est-ce que je vais les mettre dans des couverts végétaux, dans de l'humus? En fait, aujourd'hui, c'est pas open bar. Ouais. Et il faut arriver en fait à la question des sols. La question à se poser, c'est de faire un bon bilan. Il faut comprendre comment ça marche et faire un bon bilan. Et après, en fait, il faut se faire un business plan. En fait, il faut faire un business plan du redémarrage des sols. Et malheureusement, alors c'est pas malheureusement, mais on vend beaucoup l'agriculture régénération comme l'avenir parce que ça va faire des économies, on va produire mieux, etc. C'est vrai dans des sols qui vont bien, mais il y a beaucoup de sols qui vont pas bien et il faut réinvestir dedans.
Le sol est un investissement. Un investissement, ça se raisonne sur le long terme et avec une rentabilité de cet investissement. C'est l'un des enseignements aussi que je retiens de ce qu'on vient de se dire. Merci beaucoup à tous les deux. On prolonge la discussion dans 10 minutes, même pas. On fait une petite pause et on prolonge la discussion au Café des Agris. Vous pourrez poser toutes les questions qui vous brûlent les lèvres à nos deux experts. Merci à tous les deux et à tout de suite du coup de l'autre côté du salon. Merci Pierre. Et vous aurez même un petit café, je crois.